Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre-Alexandre, comme ça a été dit précédemment. Je suis développeur front chez iAdvice depuis à peu près 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va parler de notre workflow de développement front. Donc, on va surtout voir à travers 3 thèmes, à travers la technique, l'organisation et le tooling, comment est-ce qu'on a fait en fait, pour obtenir notre workflow de développement qui va en fait, permettre à tous nos développeurs front chez iAdvice de pouvoir produire du code de qualité rapidement afin justement que ça arrive en prod avec le moins de bugs possible. Donc avant tout ça et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu plus ce que c'est qu'iAdvice, qu'est-ce que c'est que son produit. Et ensuite, on va directement retracer toute la timeline des évolutions techniques et produits d'iAdvice pour voir quelles ont été les étapes clés par lesquelles on a dû passer pour améliorer notre workflow. Du coup, iAdvice, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une société qui est une plateforme de marketing conversationnel. Donc, en fait, on va proposer aux visiteurs de nos clients, donc sur leur site internet par exemple, une mise en relation via des canaux de messaging avec des experts qui vont pouvoir donc vous conseiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc en fait, tout simplement, ça veut dire si vous êtes sur un site d'e-commerce et qu'on détecte que vous avez besoin d'aide, et qu'on détecte que vous êtes en train de faire un achat et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir vous décider sur quoi que ce soit, on va être en mesure de le détecter et de vous proposer en fait, de chatter avec quelqu'un. À côté de ça, on a un autre produit qui s'appelle Ibu. Ce produit, en fait, c'est la communauté de passionnés qui vont pouvoir vous conseiller chaque jour. Tous ces passionnés en fait, sont sélectionnés pour leurs expertises et en fait, ils sont rémunérés en échange. Donc en fait, ça veut dire que vous comme moi, on peut devenir expert Ibu demain. Il suffit d'aller se connecter sur la plateforme ibu.fr, de remplir un formulaire en spécifiant toutes vos passions. Vous aimez la couture, vous aimez le jardinage ou quoi que ce soit. Et vous allez pouvoir à ce moment-là proposer des conseils à des personnes et être rémunéré en échange. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va voir toutes les étapes par lesquelles sont passés iAdvice au fur et à mesure des années pour justement pouvoir transposer tous les choix techniques d'organisation et de tooling qu'on a fait pour pouvoir décider en fait quels sont les meilleurs technos à utiliser et quels sont surtout les outils à utiliser pour nous permettre de répondre à nos problématiques de workflow. Donc en 2010, iAdvice a été poké, donc la solution a été testée par ses fondateurs pour vérifier les hypothèses de base et vérifier que le produit était fonctionnel et adapté au marché. À partir de là, en fait, ils ont décidé de développer la solution et vu que ça a été développé quand même il y a quelques années, ils sont partis sur en fait, ce qu'on appelle désormais maintenant un monolithe. Donc en fait, toute la code base de la solution était au sein même du même repository de code. Donc en fait, tous les pans de l'application étaient au même endroit côté code. Quelques années plus tard, on a décidé en fait, de partir sur un nouveau type d'architecture. D'ailleurs, ça a été discuté précédemment, l'architecture microservice. Et on en a profité en fait, pour décider de splitter ce monolithe, de le casser en 3 sous-applications. Et en fait, on a donc à ce moment-là commencé à rencontrer des petites problématiques pour pouvoir partager notre code. Et enfin, quelques années plus tard, Ibu est arrivé. Et qui dit nouveau produit, dit nouvelle image de marque, nouvelle identité graphique. Et donc à ce moment-là, on a dû faire face à d'autres problématiques sur la gestion de plusieurs identités graphiques au sein de notre solution. Donc en parallèle de tout ça, côté technique, la solution a pas mal évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à la timeline que vous allez voir, les technos ont cohabité pendant quelques temps pour permettre des migrations de techno à techno. Donc, par exemple, au tout début, la solution a été développée en Vanilla.js et jQuery. Puis ensuite, on a commencé à tester Knockout.js pour pouvoir permettre de rendre nos pages dynamiques au sein de nos applications, qui a été assez vite abandonné au profit d'AngularJS. Et ensuite, en fait, au moment du choix du split de notre monolithe, on s'est dit il faudrait en fait, qu'on transpose un petit peu la vision qu'on a de nos microservices et du découpage de nos applications sur une techno qui est adaptée à ça, pour nous, côté front. Et en fait, on s'est très rapidement orienté vers React, étant donné que React est fait pour créer des composants fortement réutilisables et fortement découplés de tout le code de base. Quelques mois, années plus tard, on a commencé à créer des applications React de plus en plus grosses.
Et en fait, on a dû faire un choix. On a commencé à tester d'implémenter nos propres solutions pour pouvoir justement créer des applications riches côté front structurellement. Et on s'est vite rendu compte qu'implémenter des solutions maison, ce n'était pas forcément la meilleure solution, et que Redux, en gros, remplissait complètement le besoin. Donc à ce moment-là, en fait, on est arrivé à une première problématique qui était, OK, on vient de splitter notre monolithe, on a donc créé 3 applications, on a du code React existant, qui était normalement dans la même code base, qui était utilisé partout au sein de nos applications, sauf qu'on a cassé ces applications en 3, et donc on a dû trouver une solution pour pouvoir justement partager ce code-là. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment faire pour partager notre code et pour faire en sorte en fait, que tout le code qui est dans notre seul repository de code de base soit en fait puisse être utilisé dans nos 3 applications. Donc, solution générique, la solution de base, c'était en fait de créer une librairie intermédiaire, donc dans un repository à part. Et en fait, on a appelé cette librairie la Front UI Library, parce que c'est notre librairie front de composants purement UI codés en React. Cette librairie, en fait, c'est donc, comme je le disais, une librairie purement de composants très génériques et réutilisables au sein de notre solution. Et à côté de ça, étant donné qu'on n'était pas encore prêt à l'open sourcer, on a décidé de la publier sur un repository NPM privé chez nous. Donc à ce moment-là, en fait, on avait très rapidement résolu notre première problématique, comment faire pour partager ce code-là et comment faire pour pouvoir le réutiliser un petit peu partout au sein de nos applications. Mais en fait, on a commencé à avoir déjà une première problématique. Étant donné que notre code déjà avant était au sein de nos applications, on développait tous nos nouveaux composants au sein même des applications, donc sur nos environnements de dev. Le problème, c'était qu'en fait, ces environnements de dev étaient assez lourds à gérer. À chaque fois qu'on devait développer un nouveau petit composant, on devait à chaque fois donc recharger notre page parce qu'on n'avait pas encore de hot reload avec React, par exemple. Donc, c'était assez lent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se poser la question, comment faire pour faciliter tout le développement de nos composants. Et en fait, la réponse qui nous est venue, c'est OK, on va mettre en place un bac à sable, qu'on appelle chez nous le Playground. Et en fait, on a commencé déjà à benchmarker des solutions qui existaient déjà, telles que Atelier, mais ça ne remplissait pas tellement notre besoin. Donc on a décidé de développer ça en interne au début. Et on a décidé donc d'orienter tout ça sous forme d'un environnement neutre, dans lequel nos développeurs allaient pouvoir créer leurs nouveaux composants et venir justement rajouter des composants dans un référentiel à partir duquel tous les développeurs pouvaient aller regarder pour voir, en fait, lister les composants qui étaient disponibles pour créer nos interfaces. En parallèle de ça, le besoin, c'était donc de faciliter le développement hors de notre solution existante. Donc, on a voulu mettre en place un format très déclaratif pour nos scénarios. Et en fait, ça ressemble à quoi? Tout simplement, ça ressemble à un objet JavaScript tout simple. Et les clés de base de cet objet, ce sont tout simplement le nom de nos scénarios. Donc, par exemple, ici, on va avoir un scénario base. Tous nos composants ont un scénario base. Et en fait, on va y injecter des props au sein de nos composants, un label, un callback on change. Et à côté de ça, on peut aussi créer d'autres scénarios avec des noms spécifiques, tels que le scénario disabled, qui ici va désactiver notre bouton. Donc à quoi ça ressemblait? En fait, à ce que vous voyez là actuellement. Donc en haut, on peut voir toute la liste des scénarios disponibles pour chaque composant. Et sur la partie gauche, vous allez voir en fait, la liste de tous les composants qui sont disponibles, donc tel un référentiel. À côté de ça, en fait, on a fait en sorte que les composants soient manipulables au sein même de ce playground et qu'on puisse donc tester le composant en temps réel pour pouvoir vérifier son bon comportement. Donc à ce moment-là, en fait, on avait répondu à une autre problématique qui était comment faire pour faciliter le développement de nos composants, en fait, tout simplement en créant un playground. Mais à côté de ça, on s'est rendu compte assez vite de quelque chose, c'est que, comme vous le voyez à l'écran, pour qu'un développeur puisse créer un nouveau composant générique, en fait, il doit passer par tout un tas d'étapes qui sont assez rébarbatives, comme créer le dossier qui porte le nom de son composant, commencer à créer son composant en important les librairies dont il a besoin, ensuite créer toute la structure de son composant, donc les choses assez obligatoires, le constructeur, la méthode render, les choses comme ça, et à partir de là, il peut seulement créer le code métier réel de son composant. À côté de ça, en fait, il va devoir aller modifier des fichiers existants pour exporter son composant hors de la librairie.
Et encore à côté de ça, vu qu'on est obligé, entre guillemets, d'écrire des tests pour chacun de nos composants et du style pour chacun de nos composants, bah, il va devoir créer tous ces fichiers de base, configurer sa suite de tests, et donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc en fait, comme on a commencé à se poser la question de « OK, on est dans un environnement neutre », mais on peut développer rapidement des composants, mais on est en train de toujours réécrire le même code en boucle pour pouvoir créer à chaque fois de nouveaux composants. Donc, en fait, on s'est demandé comment faire pour réduire toute la partie tâches rébarbatives qui sont induites par la création de nouveaux composants dans notre workflow. Et à ce moment-là, en fait, on s'est penché sur ce qui était le plus utilisé dans la communauté. Donc, vous devez connaître Yeoman. Yeoman, c'est un générateur de code. Donc à ce moment-là, on va pouvoir créer des templates de génération de fichiers, créer des formulaires à remplir par nos développeurs, et eux, ils vont pouvoir donc à ce moment-là remplir tout ça pour générer du code par la suite. Sauf que on n'a pas utilisé Yeoman parce qu'on avait une problématique qui était notre code source bougeait pas mal. C'est-à-dire, à chaque version de React, on mettait à jour tous nos composants, et donc à chaque version de React, il y a un petit breaking, donc un changement globalement dans la conception même de nos composants. Par exemple, de la 15 à la 16, on ne pouvait plus utiliser la méthode de création de classes, on devait utiliser des classes ES6. Donc, on devait changer le template de génération de nos fichiers. Et en fait, ça nous embêtait un petit peu d'avoir notre générateur dans un repository à part et d'avoir notre code source même de nos composants dans un autre endroit. Donc, en fait, on s'est penché sur une autre solution qui s'appelle Plop, qui est basée exactement sur les mêmes solutions qu'Yeoman, sauf qu'en fait, derrière, vous allez pouvoir inclure tout le code source de vos générateurs Plop et tous les templates au sein même de votre repository de code. Ce qui fait que si vous faites migrer votre code de composants, ben vous allez pouvoir faire migrer directement tout votre tooling qui va vous permettre de générer vos composants par la suite. Donc, à quoi ressemble Plop? Tout simplement, en fait, c'est un peu comme Gulp. Vous allez créer un fichier, un Plop file à la racine de votre repository. Et le plop file, c'est quoi? C'est juste une fonction qui prend en paramètre l'instance courante de plop qui va être exécutée, sur laquelle vous allez pouvoir appeler des fonctions. Par exemple, ici, vous avez la fonction setGenerator. Cette fonction-là, en fait, vous allez lui passer un premier paramètre qui est le nom de votre générateur, et en deuxième paramètre, l'objet qui va permettre de le décrire. Donc une description toute simple, et ensuite deux propriétés clés. La propriété prompts, en fait, qui est un tableau de tous les inputs que vous allez demander à votre développeur, à votre utilisateur de générateur. Donc à ce moment-là, comme on peut le voir, je demande en fait à l'utilisateur de renseigner un nom qui est sous forme d'input, donc juste un input texte. Et Plop vous permet en fait de passer des fonctions de validation qui vont prendre en paramètre les valeurs et retourner si une erreur existe ou non. Donc à ce moment-là, dès que vous avez rempli absolument tous vos prompts, il va passer sur la phase d'action, donc la propriété qu'on voit juste en dessous, et vous allez pouvoir donner à Plop en fait un tableau d'actions à exécuter pour justement réaliser un comportement de génération de code. Donc en fait, les actions, il y en a plusieurs types. Là, on peut voir qu'il y a une action de type add. Une action de type add, c'est tout simple. Vous allez juste donner un endroit dans lequel vous allez devoir déposer un fichier et un template. Donc soit directement un template sous forme de chaîne de caractères, soit un fichier de template comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Un fichier de template, en fait, là, Plop est basé sur le moteur de templating Moustache.js. Et en fait, donc, à ce moment-là, si vous connaissez la syntaxe, c'est assez simple. Vous mettez des doubles accolades avec les mots-clés que vous voulez rendre dans vos templates, et ça transformera automatiquement votre code. Donc ici, par exemple, si notre utilisateur remplit le nom myComponent, ça créera automatiquement un nouveau composant, et on remplacera absolument toutes les doubles accolades name par myComponent. Et ensuite, à côté de ça, Plop a la possibilité de faire de la modification de fichiers en temps réel. Donc en fait, c'est basé exclusivement sur des regex. Vous allez en fait rechercher un pattern au sein de votre fichier et le remplacer par un template. Par exemple, ici, là, je vais aller modifier le fichier racine de ma librairie pour permettre à la librairie de venir exposer ce nouveau composant que je viens de créer via Plop. Donc, à quoi ça ressemble, en fait? Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Dommage. Si. Non. Tant pis. En vrai, ça marche bien.
En fait, normalement, ce qu'on devrait voir, c'est... il y a un gros zoom, ouais. Normalement, ce qu'on devrait voir, c'est la génération d'absolument tous les fichiers. Merci. Et la modification de tous les fichiers. Donc on peut voir ici que là, dans notre workflow actuel, on génère tout un tas de fichiers, le fichier du composant, le fichier des tests, le fichier de scénario, et on vient altérer des fichiers existants pour pouvoir venir exporter ce nouveau composant. Étant donné qu'on est basé sur le Playground, il est en mesure de détecter automatiquement l'ajout de nouveaux composants. Donc ce nouveau composant qu'on vient de créer va apparaître directement dans le Playground et on va commencer à implémenter le code purement fonctionnel et pas s'embêter à réaliser toutes ces tâches rébarbatives. À ce moment-là, on a résolu notre problème de vélocité au sein d'iODVICE. On s'est dit, OK, on a réussi à extraire toute la partie complexe de création de composants dans un endroit neutre dans lequel il est assez simple de développer tout ça. On a réussi à accélérer la création de ces composants par nos développeurs parce qu'en fait, on a réduit grandement la tâche rébarbative de création de toute la partie basique de nos composants. Sauf qu'en fait, on a une autre problématique qui est survenue. Étant donné que chez nous, on est obligé de passer par une phase de code review pour pouvoir mettre notre code en production, en fait, on a permis à nos devs de produire du code plus vite, mais en échange, on ne leur a pas permis de faire leur code review plus vite. Donc on avait commencé à avoir des tas de code review qui s'entassaient, et du code en fait, qui ne pouvait pas arriver en production parce que ça prenait beaucoup de temps à reviewer. Donc on a un petit peu réfléchi à une solution, et on s'est dit en fait qu'il fallait mettre en place un système de review en interne qu'on appelle la chaîne des master reviewers. Et en fait, cette chaîne, c'est une ronde où chaque développeur va être master reviewé. C'est-à-dire, son reviewer va devoir suivre son travail chaque jour, sachant que chaque développeur front chez iODVICE ne bosse pas forcément dans la même équipe et sur le même produit. Ça permet à ce moment-là à tous les développeurs front de connaître globalement ce qui se passe au sein de toutes les équipes. Donc chaque développeur va être reviewé par une autre personne dont le travail doit être suivi. Et à côté de ça, en fait, toutes les pull requests et tout le code produit par un développeur doit toujours être validé par son master reviewer. À côté de ça, donc chaque développeur est aussi le master reviewer d'un autre développeur de l'équipe. Et donc, il va devoir suivre forcément son travail. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est tout simplement, on a plusieurs points par semaine où on va pouvoir échanger sur notre code. Et en fait, ce n'est pas tout simplement des liens qu'on s'envoie de pull request en disant « est-ce que tu pourrais me reviewer ça ?» C'est vraiment des points clés où en fait, on va discuter et échanger en temps réel. Donc ça permet en fait d'accélérer un petit peu la partie code review parce qu'on va directement prendre en compte les inputs de la personne qui fait notre review et donc les traiter tout de suite, les modifier tout de suite et à ce moment-là avoir déjà un code qui est prévalidé par quelqu'un. En effet de bord, en fait, assez positif, c'est le fait que on fait ce qu'on appelle de la peer review parce qu'on fait de la review en temps réel avec la personne. C'est assez proche du peer programming. Et donc, en fait, faire bosser les gens directement sur une code base à deux, ça permet de faire monter en compétence beaucoup plus rapidement les équipes de développeurs front. Donc à ce moment-là, en fait, on était assez contents de nous parce qu'on avait résolu toutes les problématiques qu'on avait jusqu'ici. On avait un workflow qui fonctionnait bien, ça avançait plutôt bien. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, iODVICE a décidé de créer un nouveau produit qui s'appelait IBU. Donc un nouveau produit, ça veut dire à ce moment-là une nouvelle image de marque et une nouvelle identité graphique. Et c'est à partir de là qu'on a dû commencer à développer d'autres applications avec d'autres styles visuels au sein de toute la flotte d'applications qu'on avait. Donc en fait, on pouvait définir nos applications sous forme, on a des apps IBU, on a des apps iODVICE, les apps iODVICE ont un certain style, les apps IBU en ont un autre. Et en fait, du coup, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour développer nos applications IBU, quel choix de technologie on va faire, est-ce qu'on reste sur les technologies existantes. Et en fait, on avait donc le choix de la simplicité, continuer à utiliser notre méthode de styling qui était less, comme sur nos applications iODVICE, sauf qu'en fait, chez nous, même si les développeurs au jour le jour travaillaient sur du less, ils étaient beaucoup plus performants sur du SaaS, ils préféraient cette techno, globalement. Et surtout, la communauté tendait à se diriger vers SaaS. Tout le tooling commençait à être de plus en plus optimisé sur la partie SaaS. Donc on s'est dit, OK, banco, on va décider de partir sur du SaaS et migrer petit à petit toute notre librairie iODVICE sur cette techno-là. Mais en attendant de la migration, on a eu un problème. C'était faire, comment est-ce que je fais pour utiliser mes composants qui existent déjà, qui sont développés en React,
mais qui utilise du code less pour pouvoir faire toute la partie styling. Et bien en fait, on a dit, bon ben très bien, on va réutiliser notre code React, mais on va juste diviser notre librairie qui existe déjà, qui contient les styles et les composants, et on va la casser en trois, pardon. On va la casser en trois parties. On va décider d'extraire tous les composants React de notre librairie, les mettre dans une librairie qu'on appelle la Components Library. Chez nous, ça contient que du code React. Et à côté de ça, on va créer deux autres librairies par-dessus. La Ibu Library, qui va exposer seulement du styling en SAS, mais qui va avoir une dépendance et exporter tous les composants de la libre Components Library. Et d'un autre côté, en fait, on va avoir la librairie iAdvise avec du code less à l'intérieur. Et de la même façon, elle va avoir une dépendance directement vers la librairie Components et exporter tous les composants. Donc en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on s'interdit en interne d'utiliser la librairie de composants en direct au sein de nos applications. On passe directement par la lib Ibu, qui fournit des styles et des composants, ou par la lib iAdvise, qui fournit des styles autres, mais avec toujours les mêmes composants. À ce moment-là, on s'est posé une question, c'est côté code source, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on crée 3 repositories comme c'est fait habituellement? À ce moment-là, on va avoir notre librairie 1 à un endroit, une librairie 2 et librairie 3. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que, étant donné que nos 3 librairies sont assez couplées les unes avec les autres, on se retrouve avec des problèmes de gestion de dépendance et surtout avec des problèmes de synchronicité entre toutes les pull requests qu'on met en place. En fait, si on modifie un style d'un côté, on doit forcément modifier le code source de l'autre. Et si on modifie le code source d'un composant, on va forcément modifier sa forme et on doit altérer son style en même temps. Et donc, synchroniser des modifications de code sur plusieurs librairies qui sont fortement dépendantes les unes avec les autres, ce n'est pas forcément la meilleure idée de passer par plusieurs repositories. Donc, on s'est dit, partons sur un pattern qui est le pattern monorepo. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, vous allez avoir un seul repository de code source, donc ici Git, et à côté de ça, vous allez avoir toutes vos librairies qui vont être stockées au sein du même code source. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire en fait. On s'est dit très bien, on a de l'interdépendance entre nos 3 librairies, on va stocker tout le code au même endroit, et on va l'appliquer pour notre librairie front. On va donc créer un monorepo, la front UI library toujours, mais à l'intérieur de ça, on va exposer nos 3 librairies, Ibu, iAdvise et Components. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un monorepo, ce n'est pas la chose la plus facile à gérer. Il faut gérer l'installation des dépendances d'absolument toutes nos librairies. Il faut gérer le lien qu'il y a entre toutes nos librairies si on veut développer en local. Donc pour ceux qui connaissent, réaliser des npm links à la main entre toutes les librairies pour pouvoir justement développer localement. Et il faut aussi gérer toute la partie publication sur notre repository privé. C'est à ce moment-là en fait, qu'on a rencontré Lerna, qui est une librairie en fait, qui va vous permettre de facilement gérer tous vos monorepos, en Node bien sûr, enfin en JavaScript, et qui va vous permettre en une commande d'installer toutes les dépendances, de lier via du npm link automatiquement toutes les librairies qui sont interdépendantes automatiquement, et de gérer toute la partie publication. Il faut savoir qu'en fait, on n'a pas choisi Lerna un peu à la légère. En fait, il faut savoir que de grandes librairies telles que React ou Babel étaient déjà basées dessus. Donc on s'est dit, bon, on ne fait pas un choix trop fou. On peut facilement se dire, allons vers Lerna, ça fonctionnera bien. Donc à quoi ça ressemble un repository qui est géré par Lerna? En fait, vous n'avez pas vraiment le choix, vous êtes obligé de suivre les conventions de Lerna. Et donc, en fait, tout simplement, vous allez avoir un package.json à la racine de votre repository. Celui-ci va avoir une dépendance directe vers Lerna et la version en cours qui est utilisée par les développeurs. Et en dessous de ça, un dossier packages qui va contenir toutes les librairies que vous voulez mettre au sein de votre monorepo. Et chaque librairie va bien sûr avoir ses propres dépendances et ses interdépendances. Donc, par exemple, pour notre librairie front chez iAdvise, on a la librairie Ibu et la librairie iAdvise qui ont une dépendance vers la librairie Components. Et en fait, Lerna, au moment d'installer toutes les dépendances, elle va détecter ces dépendances en lisant les packages.json et automatiquement lier tout ça pour vous permettre un développement plus simple sur votre poste de dev.
Donc à ce moment-là, en fait, on avait réussi à résoudre une problématique assez complexe pour nous, qui était comment faire en fait, pour ne pas jeter à la poubelle tout notre code React existant et nos composants qui existent, comment faire pour les réutiliser au sein d'Ibu. Mais en fait, la mise en place de l'ERNA au sein de notre librairie a un petit peu complexifié toute la phase de publication de la librairie sur notre repository privé. Parce qu'en fait, il fallait être en mesure de gérer toute la partie versionning. Il fallait, même si l'ERNA était là, publier la librairie en amont du merge de notre code sur notre master. C'était assez compliqué à gérer et c'était assez souvent source d'erreur pour les développeurs. Donc on s'est posé une autre question. En fait, comment on va faire pour simplifier toute la partie publication des librairies? Eh bien, tout simplement, on s'est dit, on a un outil qui nous permet de faire de l'intégration continue, qui va exécuter toutes nos suites de tests, qui va exécuter toutes les suites de lint pour vérifier que notre code est bien valide. Donc à ce moment-là, exploitons ce qui existe déjà et utilisons-le pour justement permettre à nos développeurs de publier facilement leur librairie. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on a tout simplement, au sein de notre workflow, on utilise un outil qui s'appelle CircleCI. Et en fait, au sein des étapes qui sont exécutées par CircleCI, comme par exemple le fait de builder notre librairie, le fait de linter en JS, en LS et en SAS nos librairies, à ce moment-là, on a décidé de faire en sorte de publier automatiquement la librairie pour la phase de dev. Donc à chaque fois que vous allez commit et pousser du code sur notre repository, l'ERNA va automatiquement, au sein de CircleCI, générer ce qu'on appelle une version canary. Donc c'est une version qui comprend juste en termes de nom le dernier commit ID de votre code. Et à ce moment-là, elle va publier automatiquement ce code-là en dev. Sauf qu'à côté de ça, on avait toujours la problématique de comment est-ce qu'on fait pour faciliter le déploiement en prod, en fait. Comment on fait pour publier notre solution en prod. Et on ne voulait pas que les développeurs aient à manipuler les versions, on ne voulait pas qu'ils fassent eux-mêmes la mise à jour de leur version, étant donné qu'on utilise Semver, donc on a une notion de majeur, mineur, patch. On ne voulait pas qu'ils aient besoin de monter en version tout seuls les librairies. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va simplifier tout ça. Étant donné qu'on utilise GitHub et le système de pull request de GitHub, qui nous permet de dire, en fait, j'ai du code et je veux le réintégrer au sein de master, en fait, on a mis en place un simple système de labels. Et en fait, les développeurs, chez nous, ils peuvent choisir 4 types de labels. Ils sont obligés d'en choisir un des 4 pour pouvoir dire que leur développement en cours est une majeure, une mineure, un patch ou bien une no-release, étant donné que si, par exemple, si on modifie que le README ou on modifie 2-3 choses qui n'impactent pas directement le code, on va pouvoir dire à notre outil d'intégration continue, ne publie pas, il n'y en a pas besoin. Donc à ce moment-là, en taguant notre pull request, on se retrouve à permettre à nos développeurs de juste dire « Attention, ici, c'est une majeure, donc c'est breaking, mineur, ajoute feature, ou patch, juste parce que c'est un fixe. » Et à côté de ça, en fait, à chaque fois qu'un développeur chez nous, maintenant, merge automatiquement du code au sein de master, eh bien, en fait, on a un bot sur notre outil de communication interne qui va publier un message pour dire qu'une nouvelle version existe, et nous renvoyer automatiquement, si on clique dessus, sur le changelog qui est rempli par les développeurs pour pouvoir justement vérifier ce qui a été fait et si on a besoin de migrer la librairie à un endroit ou à un autre. Donc, à ce moment-là, on avait facilité toute la partie publication de nos librairies. On avait facilité toute la partie développement de notre librairie. Et les développeurs étaient assez rapides. Ils pouvaient très facilement créer des nouveaux composants, vérifier leur bon fonctionnement au sein de notre playground et l'envoyer, le publier pour pouvoir s'en servir en prod. Sauf qu'en fait, on avait oublié quelque chose dans toute cette rame-là, c'est la phase de recette. Chez nous, la phase de recette, elle est faite par les développeurs. Mais aussi, après cette mini-phase de recette, juste pour vérifier que notre code ne pète pas tout simplement, elle est aussi faite par les product managers et les designers qui ont pensé et dessiné nos composants.
Donc à ce moment-là, on s'est demandé comment est-ce qu'on va faire pour faciliter la recette de nos composants, parce qu'on a un playground actuellement. Ce playground, il fonctionne en local sur le poste des développeurs, et on avait trouvé une petite solution en attendant qui était, envoyons notre IP local à notre product manager ou à notre designer, il va pouvoir utiliser le playground pour pouvoir voir le composant, le tester, et puis basta. Sauf que la plupart du temps, les designers et les product managers, ils ne sont pas synchro avec nous, ils sont en train de faire autre chose à ce moment-là, et nous, on est obligé de quitter notre playground pour pouvoir aller faire une autre tâche en parallèle. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, très bien, on est arrivé aux limites de notre playground, il va falloir le tuer et utiliser autre chose. On a entendu parler de plus en plus de Storybook, qui est en fait un outil qui est sensiblement la même chose que ce que vous avez vu côté playground, sauf qu'en fait, il est porté par la communauté. Il a été poussé par exemple, Dan Abramov, il n'y a pas très très longtemps, pour justement dire hey, les gars, c'est vraiment cool cet outil-là, ça vous permet en fait, d'avoir un référentiel de composants, ça vous permet de pouvoir tester vos composants en temps réel. Et nous, on s'est dit, tiens, c'est exactement la même chose que notre playground, sauf qu'on l'a développé en interne, il faut le maintenir, c'est pas très facile, et en plus de ça, en termes d'évolutivité, on n'a pas envie non plus de lui accorder trop de temps. Donc à ce moment-là, on s'est dit, Storybook, il est porté par la communauté, il a un énorme nombre de plugins qui nous permettent de le customiser et de voir un petit peu comment faire pour améliorer nos composants. Et surtout, il a un mode qui est vraiment, vraiment génial, qui s'appelle le mode statique. Storybook, en fait, on peut lui dire, vas-y, génère des fichiers statiques, et il va vous générer un fichier HTML et du code source JavaScript et CSS. Et ça, vous allez pouvoir le déposer à peu près là où vous voulez pour pouvoir tester un snapshot de votre Storybook et des composants qui existent à l'intérieur. À ce moment-là, on s'est dit, on va faire la même chose que pour la partie publication. On va utiliser CircleCI et on va publier une version de Storybook. Donc, en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est en utilisant Storybook, à chaque fois qu'un développeur va pousser du code, il va avoir une version de sa librairie qui va être publiée automatiquement sur les repositories privés, en version Canary, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais en parallèle de ça, on va aussi pousser une version statique de Storybook sur un bout de code, sur S3. S3, c'est un service d'AWS, donc en gros, c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir uploader des fichiers et puis les lire en retour, donc héberger des mini-sites statiques. Et là, c'est parfait pour, par exemple, Storybook, étant donné qu'on a un fichier HTML, des fichiers sources JavaScript et CSS qui nous permettent de rendre notre Storybook. Donc, en fait, ce que fait notre outil d'intégration continue, c'est à chaque fois qu'un développeur pousse du code sur sa branche, on lui génère en fait une URL qui contient son Storybook, et il peut donc à ce moment-là, à la fin de la phase de développement, donner cette URL-là à son product manager ou son designer pour qu'il puisse faire la recette et lui valider qu'en fait le comportement de son composant est le bon. Et en parallèle de ça, en fait, à chaque fois que le code est réintégré sur la branche master, on pousse la dernière version du Storybook sur l'URL master pour justement permettre en fait à quiconque au sein de la boîte, et notamment nos designers, de réutiliser notre référentiel de composants directement pour leur maquette. Donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que nos designers, ils vont créer leurs composants sous forme de maquette, nous les donner, on va les implémenter, ils vont pouvoir les recetter, et au moment où en fait, le composant est fini et intégré au sein de Storybook, en fait, ils servent de ce référentiel-là directement pour pouvoir vérifier que les composants existent bien, qu'ils peuvent s'en servir au sein de leur maquette, que le comportement est tel quel, et à ce moment-là, on se retrouve en fait à avoir des maquettes qui ressemblent de plus en plus au code qu'on a produit précédemment. Donc à ce moment-là, en fait, on est assez content du résultat, parce que maintenant, ce qui se passe chez iAdvice, c'est quand un nouveau développeur front arrive et qu'il a besoin de développer des composants, en fait, son workflow est très très fluide, parce qu'il suffit d'arriver, on va lui présenter bien sûr la stack, nos outils, mais on va lui faire cloner la librairie front, qui est un petit peu la pierre angulaire de notre stack. Et à ce moment-là, il va pouvoir exécuter sa première commande, qui est la commande plop, pour pouvoir générer son premier composant. Il va exécuter Storybook, et il va pouvoir voir en temps réel qu'en fait, son composant existe déjà. Il va pouvoir committer, pusher du code, se faire peer-reviewer par les autres membres de l'équipe de développeurs front, et boucler avec les product managers et designers pour vérifier en fait que le code qu'il a fourni est bien conforme visuellement. Donc à ce moment-là, il va boucler plusieurs fois en peer review et en acceptance avec les product managers et les designers. Et dès que tout le monde sera assez content du travail, il va pouvoir juste labelliser sa pull request,
dire que c'est une majeure, une mineure ou un patch, merger son code, et le code, ça y est, publié, il va pouvoir directement s'en servir pour pouvoir implémenter les features d'iODevice. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.